Eh bien, on parle de sport ce matin. Il est là avec nous, comme à tous les lundis matins. Merci d'être là, Luc. Il y en a encore qui tiennent le fort. Là. Il y en a plusieurs qui sont tombés au combat, mais Luc est là ce matin. Luc, d'abord, 2 défaites. Qu'est-ce qui se passe avec notre club l'Everest? Moi, Michel, je te dirais tout simplement que quand tu affrontes deux équipes top 10 au Canada, ben, c'est ça. C'est plate, mais quand les joueurs ne croient pas en leur chance, même si les chances sont aussi faibles que les Américains contre les Soviétiques en 80, ça va donner ce genre de match-là où est-ce que tu manges une volée de 11-1, je pense que le terme est approprié. Et par la suite, dimanche, là, les joueurs ont cependant on va le donner crédit. Les joueurs ont mieux joué lors de la journée de dimanche contre le Collège français de Longueuil. L'équipe est quand même revenue de l'arrière 0-2 face à la deuxième équipe du circuit. Malheureusement, en période de prolongation, on a amené le jeu long de la rampe, on s'est fait coincer et un descente à 2 contre 1 à 3 contre 3 qui a fait en sorte que Longueuil s'est sauvé avec la victoire en prolongation. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre ce match-là. Ça a longtemps été 1-0 là, jusqu'à 6 minutes en troisième période de prolongation avec Longueuil prennent les devants 2-0. Mais malheureusement, quand tu as un calendrier qui t'est pas favorable, c'est un huitième match en 14 jours et que par la suite, en plus, tu dois jouer contre trois fois contre deux des meilleurs circuits, deux des meilleures équipes du circuit, ben, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, la fatigue va faire en sorte que, entre autres, tu vas manger une volée de 11. Qu'est-ce qui s'est passé? 11-1. Écoute, est-ce que tous les joueurs étaient sur la glace? Euh, oui, pour répondre à ta question plus sérieusement, à la blague, je pourrais dire on les cherche encore, mais Il était là sérieusement, juste les physiquement. Cobras, D'après moi, ouais, c'est, il avait pas la tête au hockey. Écoute, 11-1, mais c'est quand même beaucoup, là. tu sais, Michel, quand tu as une formation qui a quatre premières lignes, pas une, mais qui a quatre premières lignes, qui a 12 joueurs qui l'an passé jouaient junior majeur du Québec, que tu as un gardien qui a gagné la Coupe du Président dans ta formation. Je veux dire, normalement, c'est pas pour rien que ces joueurs-là jouent dans le junior majeur du Québec. Puis Terrebonne a réussi cette année à faire en sorte de les convaincre et surtout que ce sont des joueurs de la région de Montréal. Donc, ça rend la chose plus difficile. Est-ce que c'est une raison pour ne pas vraiment nécessairement batailler ou du moins livrer un effort pendant 60 minutes? C'est sûr que la réponse, c'est non. Mais néanmoins, quand tu affrontes Goliath, t'as beau être David ou avoir deux fois David, ça va être extrêmement difficile, puis les chances sont pas de ton bord. Mais il faut que tu arrives avec une attitude positive malgré tout à la patinoire. Et les joueurs, malheureusement, vendredi, n'ont pas eu la tête à ça. Et ils se sont fait dire littéralement dans le casque par Simon Labrec et tout le personnel d'entraîneur qui était pas du tout de bonne humeur par la performance des joueurs. Et on comprend pourquoi. Les prochains matchs à l'affiche? Ce soir, contre les Rangers de Montréal-Est à 19h, c'est la reprise du match qui devait avoir lieu le 5 février parce qu'il faisait trop froid, fait que le refroidisseur a lâché à l'aréna. Par la suite, on joue deux matchs, les deux derniers matchs de la saison à l'étranger, donc à Saint-Jérôme mercredi à compter de 19h30 et à Montréal dans l'ouest de l'île, sur l'ouest de l'île de Montréal à compter de 19h contre le Phoenix. Euh, L'Everest qui est dans une lutte là, qui a encore la possibilité pour éviter la série 2-3 pour prendre part au rond de quart de finale des séries éliminatoires. L'équipe est à 6 points, est à 4 points des Inuits de Granby. Si l'équipe remporte ces trois matchs de la semaine, eh bien, l'Everest là, est assuré de terminer sixième et n'aurait pas à passer par la ronde éliminatoire des séries 2-3 qui vont s'amorcer dimanche le 12 mars, si jamais on doit se rendre là. Sinon, l'Everest là, va passer directement aux séries éliminatoires. Maintenant, Luc, si on regarde du côté du Canadien, j'ai regardé les dernières minutes du match hier contre Vegas, là, et ça fait dur. Tu sais, je me posais justement, je parlais avec ma conjointe, puis je lui disais, euh, on a mis Dominique Ducharme à la porte pour moins que ça, parce qu'il est allé, tu sais, qu'il s'est rendu en semi-finale de la Coupe Stanley. En finale, la Coupe Stanley.
En finale, oui, tu as raison. Alors, Martin Saint-Louis, je sais qu'il doit diriger avec les joueurs qu'il a, là, mais c'est pas mieux que Dominique Ducharme, puis c'est pas mieux que les autres. Écoute, est-ce que on dit que ce club est en reconstruction et Régent Tremblay mentionnait dans le Journal de Québec là, que ça fait 50 ans qu'il fait ce métier-là. Et il n'a jamais vu ou entendu parler d'un club en reconstruction avec le Canadien de Montréal. Et là, il se demande jusqu'où et combien de temps ça va prendre et s'il va, lui, revivre comme journaliste une reconstruction. Écoute, l'année passée, on nous disait qu'on était en reconstruction. Cette année, on nous a encore préparé, mais c'est pire qu'on pensait. Ça va vraiment pas bien pour le Canadien. Ben, tu sais, c'est bien qu'on pensait. Si tu croyais vraiment à une parade ou à une participation aux séries éliminatoires, je veux pas te faire de peine, mais t'étais peut-être dans un monde de Kalinours, Michel. Tu sais, peut-être Régent Tremblay est encore dans un monde de Kalinours ou encore dans les années 70. En tout cas, des fois, ses paroles laissent penser qu'il est encore pris dans les années 70. Il faudrait peut-être qu'il arrive en 2020. Mais sérieusement, moi, je vais dire, je veux pas faire de peine à M. Tremblay, là, mais qui regarde qu'est-ce qui se passe à travers la Ligue nationale de hockey. Et tous les clubs qui sont pas dans des courses aux séries éliminatoires, la seule chose qu'ils veulent, c'est terminer le plus bas possible pour avoir le plus de chances pour repêcher Connor Bedard. Fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est une bonne culture ou non? Je ne sais pas. C'est pas à moi à en juger, c'est aux équipes professionnelles. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu donnes 27 minutes de temps de glace à Mike Matheson et 25 minutes de jeu à David Savard, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu peux pas performer. Les jeunes doivent en prendre plus. Et ça fait partie d'un processus de reconstruction. C'est plate, mais je tiens à rappeler à Régent Tremblay qu'il y a un plafond salarial depuis 2006. Fait que des équipes miracles, là, avec ta jet de 90 millions de dollars US de masse salariale, comme les Rangers faisaient en 2003-2004, c'est plate, mais cette époque-là est révolue. Puis à la place, il faut que tu donnes des choix de 4, des choix de 3, puis des choix de 2 pour que les autres équipes prennent la moitié de la salaire d'un joueur qui va jouer sa deuxième ou sa troisième trio, sur le troisième trio. Les échanges, c'est très compliqué à en faire. Il faut être créatif. Ça se fait encore. Mais pour avoir des équipes performantes, c'est plate, mais ça prend du temps. Vous pouvez en parler au Lightning de Tampa Bay que l'on croyait être en mesure de faire les séries ou de prendre part de manière compétitive. Il y a eu un creux de vague, je tiens à rappeler, pendant 4-5 ans après leur conquête de 2004 et même pendant 6-7 ans avant que cette équipe-là refasse les séries. Les Sabres de Buffalo, c'est la même chose également. Alors, le Canadien n'est pas tout seul dans cette recette-là. Les Sénateurs d'Ottawa pourraient vous en passer un savon, parce que depuis 2017-2018, ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Guy Boucher a écopé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas planifié une saine gestion des effectifs au sein de l'organisation. Et malheureusement, les Sénateurs en ont payé le prix. Et le Canadien fait partie de cette roue-là. Les Maple Leafs de Toronto, c'est la même chose. Avant de revenir et de se faire éliminer 4 fois consécutives en première ronde, on a dû passer par un long chemin de croix. C'est la même chose avec les Pingouins avant qu'on repêche par miracle Sidney Crosby. C'est un passage obligé pour toutes les formations. Le Canadien a été chanceux en 2021. On a mis les pièces au bon endroit. Et c'est pas mal chez Weber et Carey Price qui tiraient cette équipe-là lorsque Dominique Ducharme était derrière la balle. Est-ce que tu crois que l'an prochain, ça va être... Parce qu'il y a quand même un noyau de bons joueurs. Il y a le numéro 49, là, Picard, là, j'oublie son... Ouais, il y a un nom composé, là. Écoute, ce joueur-là promet. Suzuki, Caulfield qui est blessé, parce que la liste des blessés est très longue, là. Est-ce que tu crois que ce club-là... ben d'abord, moi, j'ai regardé, c'était Jake Allen hier qui était devant les buts, là. Et le troisième but, là, je pense qu'il aurait pu... Le troisième ou le quatrième, là, le quatrième but. Je pense que celui-là, il aurait pu l'arrêter, mais en tout cas, regarde, c'est facile, comme gérant d'estrade, là, de parler, on n'est pas devant le but. Mais est-ce que tu crois que cette équipe-là va se relever? Est-ce que la fin des transactions, là, parce qu'on n'a pas bougé tant que ça là, du côté de Kent Hughes, là, est-ce que tu as confiance que l'année prochaine, ça va être mieux? Je pense que l'équipe va être beaucoup plus dans une course pour la meilleure équipe qui va être terminée hors des séries éliminatoires. L'an prochain, ça va être pas mal ça. Vous avez des gros contrats qui vont partir. Moi, personnellement, je m'attendais pas à de grosses transactions de Kent Hughes, là, surtout avec l'état des blessés. Puis les joueurs que tu avais en main pour pouvoir échanger ailleurs étaient sur la liste des blessés. Donc, je fais référence à Joel Edmondson et Charles Monahan. Jonathan Drouin, s'il avait changé d'équipe, ça aurait été un miracle. Mais je pense que Kent Hughes aurait eu besoin
de mettre un choix de 5e ronde pour se départir de Jonathan Drouin. Et avec une saison qui finit, tu n'as pas besoin de payer pour te départir de salaire. Ceci étant dit, moi, je pense que l'équipe va être en meilleure phase l'an prochain. Il y aura également un travail à faire également au niveau des physiothérapeutes et des kinésiologues afin d'avoir une bonne préparation, afin d'éviter que la liste des blessés soit encore aussi longue comme qu'elle l'est. Moi, je pense que le cas incertain et le gros point d'interrogation, ça va être Brendan Gallagher. Pourquoi je dis ça? C'est un 6,5 millions sur la masse salariale. Gallagher a été blessé ou va avoir été presque blessé l'entièreté de la saison. Il commence à avoir des points d'interrogation sur son état de santé. Sera-t-il en mesure de revenir au jeu et de faire une saison complète? Il commence à avoir de gros doutes là-dessus. Moi, personnellement, je pense que cette équipe-là commence à être prise par les jeunes. Il y a un bon noyau de jeunes vétérans également qui se greffent, peut-être plus en défensive. Il va manquer peut-être un jeune vétéran en offensive pour bien encadrer ce groupe-là. Mais l'an prochain, je m'attends à ce que cette équipe-là termine 10e ou 9e de sa conférence. Là. Il n'y aura pas de séries éliminatoires l'an prochain, malheureusement. Je pense que Kent Hughes également va devoir commencer à regarder pour un jeune gardien de but qui va être vraiment pas élite, mais super étoile, là, si on pourrait dire, pour être en mesure là, de bien y greffer, à bien faire pogner ce jello-là au sein de cette formation-là. Luc, on termine avec Cole Caulfield, qui est blessé actuellement, une opération, là, il me semble que c'était une épaule. Ouais, l'épaule. Oui. Contrat qui se termine cette année, on est en négociation. Le Canadien ne le laissera pas partir. Hein? Non. De toute façon, s'il est joueur autonome avec restriction, je peux vous garantir une chose, c'est que même si une équipe faisait un offre dessus, le Canadien égalerait probablement l'offre ou prendrait les 2 choix et même 3 choix de première ronde qui viendraient avec, parce que Cole Caulfield va commander un salaire d'environ 8 millions par année. Je pense qu'on va tenter de donner le salaire de Nick Suzuki à Cole Caulfield. Je pense qu'on a établi un barème au sein de la formation-là. Il y a personne en attaque qui peut gagner plus que Nick Suzuki. De 1, c'est ton capitaine. De 2, c'est vraiment ton meilleur joueur au sein de cette formation-là, complet dans les deux sens de la patinoire. Donc, ça risque d'être un salaire sensiblement identique à Nick Suzuki qui va être donné à Cole Caulfield. Écoute, c'est tout un exercice pour le directeur général puis M. Gordon de jouer et d'essayer. Bon, tu parles de 8 millions possibles pour Caulfield. 6 millions ou 7 millions pour Suzuki. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. 7,85. 7,85. Alors, imagine-toi là, que ces 2 joueurs, il en manque 19. Fait que, et il faut respecter le plafond salarial. Alors, c'est tout un exercice pour ces gens-là d'essayer de monter une équipe et de pouvoir arriver à... Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas dépasser le plafond salarial. Là. La réalité, Michel, si tu veux gagner, tu n'as pas le choix de ne pas avoir un joueur au-dessus de 10 millions. Il n'y a aucune équipe, depuis l'implantation du plafond salarial, qui n'a été en mesure de remporter une Coupe Stanley avec un joueur qui gagne 10 millions ou plus. Les joueurs savent ils sont conscients que s'ils veulent gagner une Coupe Stanley, tu ne peux pas commander le gros salaire que tu mérites. Parce qu'après ça, pourquoi? Il en reste plus pour tout le reste de l'équipe pour avoir une formation qui est vraiment compétitive. À un moment donné, la question que les joueurs doivent se poser, c'est est-ce que je préfère gagner une Coupe Stanley ou je préfère m'empiffrer dans mon compte de banque? À un moment donné, c'est là que tu vois les joueurs qui veulent le plus gagner ou les joueurs qui veulent le plus penser à eux. Ça va être à suivre au cours des prochains jours, voire prochaines semaines, parce que, bon, on peut... Là, les échanges, c'est terminé, mais on peut le faire au cours de l'été quand la saison sera terminée. On verra bien ce que le Canadien de Montréal va faire. Luc Carbonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres commentaires. Entre-temps, on rappelle que l'Everest joue ce soir. Oui, exactement, à compter de 19h à l'Arena de Montmagny contre les Rangers de Montréal. Hey, merci, Luc. Belle journée. Salut, Michel. OK, merci. Luc Carbonneau, qui est responsable des communications au Club l'Everest, et également notre commentateur sportif à CMA TV. On s'arrête dans quelques instants, la nouvelle positive. Et je vous rappelle qu'on reçoit Mme Gaëtane Corriveau aujourd'hui, et qui est politicologue. Donc, on vous revient dans quelques instants.